Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale. Nous avons offert à notre public ces nouveaux plateaux pour pouvoir parler des réformes. Dans chaque pays, pour faire avancer la politique économique, il faut faire des réformes. Mais comme on le sait, aucune réforme ne se fait sans sacrifice. Pour réformer, il faut changer les habitudes, il faut entrer dans de nouvelles méthodes, il faut donner des nouvelles orientations à ceux qui n'avaient pas donné des résultats. Aujourd'hui, nous sommes allés donc au Fonds de promotion de l'industrie. C'est une structure de notre État qui s'occupe de financer l'industrialisation du pays. Le pays n'est pas industrialisé et c'est une des raisons de son sous-développement. Il faut donc que le FPI fasse son travail pour que les Congolais, qui sont nombreux dans l'entrepreneuriat, puissent obtenir des subsides afin d'entreprendre et d'industrialiser. Il y a quelques semaines, des décisions importantes ont été prises au niveau du FPI parce que nous avons des nouveaux mandataires, un nouveau leadership, des décisions très fortes qui ont fait des remous dans la communauté et qui demandent par devoir de redevabilité une explication. De quoi s'est-il agi? Qu'est-ce qui a été décidé? Pourquoi a-t-on pris des mesures aussi radicales? Quels en seraient les résultats? C'est des questions que l'opinion se pose et nous avons aujourd'hui voulu, par respect pour vous, approcher le FPI sur ce plateau pour nous parler de tout cela. Mais qui va en parler au niveau du FPI? 3 grands directeurs ont accepté de se retirer un peu des bureaux pour venir y répondre à des questions. Nous avons à ma gauche, à vous, à votre droite, amis des spectateurs, M. André Hilali. Bonsoir. Bonsoir, M. Willy. Merci donc d'être sur ce plateau. Vous êtes directeur de la supervision au niveau du Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Merci donc d'être là. À votre gauche, M. Ngoya Robert. Vous êtes le directeur juridique. Vous connaissez donc les tenants et les aboutissants de toutes ces réformes au niveau du contexte et au niveau de la loi. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, M. Et à l'extrême droite, à ma extrême gauche à moi, M. Jean-Claude Kalenga Makonga. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur et assistant du DG, le DG qu'on n'a pas cité, M. Kitebi. Voilà les 3 invités sur ce plateau, mais c'est une peine difficile. À moi seul, je ne peux pas aborder de tous en même temps. J'ai aussi du renfort sur ce plateau. Et donc, 2 confrères qui sont avec moi aujourd'hui, à l'extrême droite, à votre extrême gauche, celui qu'on ne présente plus, Eliezer Ntambwe. Bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'être sur ce plateau. Eliezer Ntambwe, il est à la tête d'une structure de communication qui s'appelle Tokomi Wapi. Il va peut-être en parler un jour pour nous expliquer ce que c'est, mais aujourd'hui, il est là pour poser des questions parce qu'il s'intéresse aussi à ce qui se passe au FPI. J'aurais pu commencer par là, mais ce n'est pas non plus à la fin que les choses les bonnes ne sont pas, parce qu'il est là, Fifi Lukusa, une dame, la seule qui est sur ce plateau. Fifi Lukusa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et présentatrice de l'émission Economia sur la télé B1 Télévision. Tout à fait. Merci donc d'être là. Voilà pour le panel de ce soir. Nous allons donc y aller tout droit parce que cette question est importante. Une grande décision a été prise, d'abord de rétrograder plusieurs cadres de FPI, ensuite d'en licencier d'autres et évidemment d'en promouvoir certains. Nous allons demander à M. Hilali d'abord de nous expliquer comment on est arrivé à cela et très rapidement, une telle décision aussi forte et aussi puissante ait pu être prise et elle soulève beaucoup de discussions et vous allez sans doute l'entendre dans les questions qui seront posées. Monsieur Hilali, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Merci, M. Willy. Je salue tous nos téléspectateurs. Pour faire court, à la mise en place des nouvelles autorités du Fonds de promotion de l'industrie au mois de novembre de l'année dernière, il a été décidé, sous l'égide du Conseil d'administration et avec l'accord du ministère de l'Industrie, notre tutelle, de faire un état des lieux du Fonds de promotion de l'industrie. Ce qui est normal, avant de commencer toute activité, on met un peu les points, où nous avons constaté les points forts et les points faibles. Et les points faibles ont permis d'identifier 6 problèmes majeurs. Il y avait la gouvernance, il y avait la problématique de recouvrement et des créances et de notre ressource, la TPI, la taxe de promotion à l'industrie. Il y a eu la problématique de les personnels, les ressources humaines. Vous savez que
pour travailler, il faut s'appuyer sur des ressources humaines si vous voulez réformer, avoir une équipe importante, forte. Il y a eu tout le système d'information, l'évaluation des projets, les choix, les critères des choix et les questions d'éthique. Alors, tout ça a été coulé dans une un document que nous avons appelé la feuille de route pluriannuelle qui a été adoptée par l'ensemble des acteurs qui représentaient l'ensemble du personnel. Et nous sommes aussi appuyés sur des documents importants qu'il faut souligner, notamment le rapport d'enquête parlementaire sur la gestion du FPI, qui, dans ce rapport, dans certains de ses volets, avait fait des recommandations aussi bien au pouvoir public, mais qu'au FPI en tant que lui-même. Et donc, ce document a repris certaines orientations qui ont été reprises par la commission parlementaire. Et donc, l'ensemble des actions s'inscrivent, ces réformes ont abouti à des grands audits organisationnels, audits de l'informatique, audits de gestion. Et sur la question des ressources humaines, des orientations précises ont été prises, des décisions ont été prises. Parmi ces décisions, il était question de revisiter les grades, de refaire le contrôle des titres académiques et de planifier le renforcement des capacités des effectifs. Avec ça, nous avons redéfini l'année, nous l'avons cadrée comme année de recouvrement et de la maîtrise des charges. Et de plus, nous avons redéfini la nouvelle vision managériale qui était le FPI devait fonctionner autrement, financer autrement, choisir les dossiers autrement, définir des filières importantes et nous nous sommes dit la sécurité alimentaire, c'est notre focus, avec comme corollaire la lutte contre la pauvreté, l'inversion des investissements qui se sont faits beaucoup à Kinshasa pour promouvoir les financements sur l'intérieur, intégrer l'entrepreneuriat, la question de l'emploi des jeunes, avec la question des start-up et de l'entrepreneuriat féminin. Alors, toutes ces réformes se sont tournées là. Et nous avons fait, l'année dernière, au mois d'août, une évaluation mi-parcours qui a montré que 84% des décisions avaient été prises. Et donc, les décisions donc, que vous évoquez qui tiennent l'actualité font partie des grandes décisions et des grandes actions qui ont été prises à l'occasion. Oui, M. Lopengouet, quelles sont les décisions qui ont été prises en ce qui concerne le personnel? Merci, M. Willy. Comme cela a été abondamment rapporté à travers les médias, en ce qui concerne la mise en œuvre de décisions en rapport avec le personnel, il y a eu le contrôle des titres académiques, il y a eu également la révisitation des grades. Le contrôle des titres académiques, c'est pas une nouvelle activité parce que même les comités antérieurs ont procédé au même exercice. Vous ne pouvez pas demeurer dans une entreprise sans remplir les conditions, les critères. Lorsque vous signez votre contrat avec l'entreprise, il y a des conditions à remplir. Parmi ces conditions, il y a la détention du titre académique. Et donc, on a procédé à ces contrôles sur certaines institutions universitaires et les résultats ont conduit à se séparer de certains... Vous avez découvert qu'il y a des gens qui n'avaient pas de diplôme. Tout à fait. Qui avaient présenté des faux diplômes. Et donc, normalement, ces gens-là devaient faire l'objet même des poursuites pénales parce que ces institutions-là ont confirmé qu'elles n'étaient pas... elles n'avaient pas délivré les titres qui avaient été présentés au FPI au moment de l'engagement de ces agents. Ça, c'est les volets contrôle des titres académiques. Alors, l'autre mesure a porté sur la rétrogradation. La rétrogradation a eu ses motivations. Normalement, quand vous accédez à une fonction, ce n'est pas pour faire de la figuration. C'est pour assumer les charges de cette fonction. Et donc, les nouvelles autorités, à l'arrivée,
devait d'abord découvrir aussi les gens. Est-ce que je peux compléter? Il n'a pas encore fini. Devait découvrir le personnel par rapport à ce qu'ils ont hérité et en application aussi des recommandations de non seulement de l'atelier, mais avant l'atelier, il y a eu l'enquête parlementaire qui a recommandé qu'on puisse également statuer sur la situation du personnel, non seulement de ceux qui étaient sanctionnés, mais aussi sur les qualifications qu'il y avait au FPI pour pouvoir donner des bons résultats. Et donc, c'est cet exercice qui a conduit les nouvelles autorités en exécution de la recommandation de l'atelier d'instituer une commission de travail. Cette commission a travaillé pendant presque une année et elle a rendu ses conclusions. Ce sont ces conclusions qui ont été portées à la connaissance du conseil d'administration qui les a entérinées et au-delà du conseil d'administration, le ministère, comme vous savez, toutes les décisions du conseil d'administration reçoivent les quitus du ministre et c'est à l'issue de ce processus que finalement ces mesures ont été autorisées et elles n'ont pas été immédiatement mises en application. Le conseil d'administration lui-même a institué une commission spéciale qui a échangé avec les personnes concernées pour annoncer ces mesures et les rassurer que ces personnes ne quittaient pas l'entreprise, que plutôt... Des colonels redevenaient sergents-majors. Voilà. Monsieur Kalinga, sur la même question et puis nous allons passer aux amis. Voilà, je voulais simplement préciser le contexte dans lequel les nouvelles autorités sont arrivées au FPI. Vous avez la commission d'enquête parlementaire qui a rendu ses conclusions et dans la foulée, il y a des nouvelles autorités qui arrivent. Mais les nouvelles autorités n'arrivent pas sans pour autant faire le constat des lieux. Et le constat des lieux, d'abord, on prend en compte les observations qui ont été et les résolutions des enquêtes parlementaires, qui sont des résolutions pertinentes et qui aidaient le FPI et qui a révélé beaucoup de faiblesses dans la gestion du FPI. Les nouvelles autorités demandent à ce qu'il y ait un état des lieux. L'état des lieux a été, les ateliers ont été conduits par les agents, avec des invités extérieurs qui sont les anciens mandataires et d'autres professionnels du secteur. Ils sont arrivés à l'atelier et les recommandations, les résolutions ont été formulées par les agents. Donc les nouvelles autorités n'ont été en principe que des observateurs. On a fait tout le diagnostic et c'était, moi j'appelle ça de l'auto-flagellation, pratiquement de l'auto-critique. Et les agents toutes ces résolutions ont été coulées sous forme d'une feuille de route. Et c'est cette feuille de route que le FPI est en train d'exécuter. Et dans l'exécution, comme disait mon collègue, 94% des résolutions ont été exécutées, mais celle qui est beaucoup plus sensible, parce qu'elle touche sur l'aspect social, on ne voulait pas se faire des accommodations entre nous, cette résolution, il y a une commission qui avait été demandée qu'elle soit mise sur pied, et la commission a travaillé de manière anonyme, en commençant par les numéros matricules. Sans savoir ce numéro correspond à quelle personne, on regarde quels sont les critères, quels sont ces enjambements que les agents décriaient, ces agents qui sont à des postes pour faire sans qualification. Et les mêmes résolutions ont demandé aux nouvelles autorités de pouvoir poursuivre le contrôle des titres académiques. Parce que ces contrôles des titres académiques, dans un passé très récent, les anciennes autorités du FPI ont dû même licencier
qui enfants du PCA, qui des autres mandataires, licenciés et révoqués, parce que le contrôle, qui est un contrôle permanent, a fait ressortir ces faussaires. Donc on n'a fait que continuer, et c'est dans la continuité que nous sommes. Nous avons compris, vous êtes bien complété, et nous pouvons donc passer à des questions de précision. Je voudrais donc donner la parole à notre collègue confrère Eliezer Tamboué pour ces questions. Merci beaucoup. La première question, je suis très content de me retrouver en face des juristes qui viennent représenter ici le FPI. La première question, sur base de quelle loi le DG ou le comité s'est basé pour rétrograder les agents de cette structure? La deuxième question, j'aimerais savoir, vous parlez ici des décisions prises en atelier. Et quelque part, là, j'ai entendu M. Ngoya Robert qui a dit que les nouveaux comités devraient découvrir le personnel. Pendant combien de temps le nouveau comité a découvert le personnel? Parce qu'il y a eu remise et reprise le 23 novembre, si je ne m'abuse pas. Le 26 novembre, si je ne m'abuse bien. Et que l'atelier a été convoqué le 15 décembre. Non, de 26 au 29. Oui, un mois, disons. Juste un mois après. Le FPI a combien d'agents? Est-ce que le nouveau comité, a eu le temps de connaître, de découvrir effectivement les agents, ou c'est quelque chose fait en précipitation? Oui, je peux répondre. Allez-y. Oui, monsieur Eliezer, la base, d'abord, nous agissons sur base de la convention collective, mais il y a aussi ce qu'on appelle les us et coutumes. Ça veut dire, dans la convention collective, on procède à des promotions suivant des critères bien précis. Mais il y a aussi l'appréciation de l'autorité pour certaines fonctions. Il ne suffit pas de remplir les conditions d'ancienneté parce que vous avez 3 ans, vous pensez que automatiquement vous avez droit à une promotion, surtout à des grades de direction ou de commandement. Parce que si on devait faire des promotions sur cette base, après autant d'années, on aurait... tout le monde deviendrait directeur, même les chauffeurs, ce qui n'est pas le cas. Donc, les critères qui sont fixés pour les promotions doivent être observés. Voilà. En même temps, il y a aussi l'appréciation de l'autorité. Et vous dites que les autorités ont eu combien de temps pour observer? Pour découvrir. Pour découvrir. Ouais. L'atelier a eu lieu au mois de décembre 2016, mais la décision de rétrogradation est intervenue 1 année après. Ça veut dire, en dépit de la recommandation, les autorités ont eu le temps de s'imprégner du rendement des gens. Et qu'est-ce qui a été constaté? Pendant ce temps, la commission était à pied d'œuvre, mais je pense qu'il appartenait à chaque agent, chaque travailleur, chaque cadre de se défendre dans son domaine. Mais on a noté des cas de cadres qui avaient des promotions, qui venaient après les directeurs, mais quand le directeur n'est pas là, on lui donne l'opportunité de s'affirmer, mais le cadre s'éclipse. Le cadre est malade, quand il faut faire l'intérim, le cadre, il a 1000 raisons pour ne pas s'exprimer. Et l'autorité note tout ça. Je peux comprendre. Oui, parce qu'il y a une question importante qu'il a posée, la toute première. La loi. Il a dit c'est en vertu de quelle loi? Mais je voulais savoir en vertu de quelle loi? La rétrogradation? Oui, elle est appliquée. Ce n'est pas en vertu de la loi, mais c'est en vertu de la convention collective. Je voudrais amener cette précision. Mais il y a le principe que nous connaissons toujours, le principe de parallélisme de compétences et de l'acte contraire. Ça, c'est un principe juridique et sacro-saint. Ce principe-là qui permet à une autorité qui a reçu mandat de pouvoir vouloir pour le nom du FPI, cette autorité qui a qualité vient, fait de la promotion, et l'acte contraire peut aussi, par les mêmes pouvoirs, aller en deçà.
Voilà, c'est la convention. Mais la convention collective protège les intérêts des agents. Oui. Si je comprends bien, c'est quand même la protection des intérêts. Et la question de les airs a son sens, dans la mesure où les agents ont reçu, ils ne se sont pas autoproclamés dans ces grades-là. Ils ont été nommés, on les a choisis, on leur a donné des notifications. Qu'ils soient compétents ou pas, en tout cas, ils ont bénéficié de la décision de l'autorité. Alors, si l'autorité s'était trompée sur eux, je suppose, pourquoi leur faire tomber cette décision sur les acquis des agents? Monsieur Willy, je crois que annuler ou une décision au FPI, ce n'est pas la première. Nous sommes en 2013. Les conseils d'administration décident de promouvoir certaines personnes, certains cadres. On notifie et on félicite les premiers. Ils travaillent 2 semaines après, une décision du Premier ministre intervient pour dire non, pendant cette période, il n'y a pas de promotion. Et les mêmes autorités du FPI notifient aux cadres et agents qui avaient été promis il y a quelques instants de l'annulation de ces décisions. Ces cadres-là ont attendu 2 ans quand on a levé cette mesure en 2015 pour recouvrir. Et donc, les droits acquis, ce n'est pas une actualité. En 2013, les autorités qui étaient en place avaient promis aussi des gens. La décision, là, elle est annulée. Il y avait aussi des remous, ça et là. Mais ceux qui étaient concernés, ils ont accepté pour recouvrer ces droits-là 2 ans après. Je voudrais... je ne peux pas... Vous allez revenir. Je voudrais donner la parole un peu à M. Hilali. Parce qu'il a posé une question très importante sur comment les autorités ont pu percevoir les performances des agents et cadres. Les cadres, c'était facile parce que nous siégeons au comité de direction et tout le monde a fait l'exercice de parler de ça. Mais la direction aussi a fait l'exercice en disant, mais on vous voit, vous, je vais aller vers les agents. Je vais parler aux agents. Et donc, souvent, il a été organisé par le management des rencontres avec les agents en allant vers les bureaux, où on s'est rendu compte que certains agents avaient plus de maîtrise que leurs responsables. Et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des agents qui avaient même des maîtrises de stratégie, puisque nous parlons des réformes, dans le domaine du recouvrement. Ils avaient des informations dans le monde de la perception de la taxe. Et donc, on s'est posé la question. La véritable question pour un enjeu, pour atteindre un objectif, c'est d'avoir, comme dans une équipe de football, the right man at the right place. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Donc, quelle est la stratégie, quel personnel, quel effectif je peux avoir qui me rend efficace, comme on a vu les classicos cette semaine, pour atteindre l'objectif que je veux. C'est ça la grande équation. Alors, M. Kang, vous allez terminer. Il va répondre à sa parole, parce que le temps passe vite. Hein. Je voulais parce que... on a beaucoup de questions. En fait, oui, je voudrais résumer là. Par votre intervention, vous voulez fustiger les droits acquis. Vous voulez, en fait, relever cela. Mais je voudrais attirer votre attention. Les droits acquis s'entendent ou se sous-entendent des droits régulièrement acquis en vertu du principe, presque un principe de droit, frus omnia corrumpti. La fraude corrompue. Étant donné que même si vous avez été dans une fonction, et qu'on constate qu'il y a une faute, il y a une irrégularité, eh bien, un des éléments constitutifs de droits acquis fait défaut. Ça annule le tout. Et du fait que ça annule le tout, mais j'aimerais quand même que nous vous faire une illustration. Je pense aujourd'hui, admettons que Ndeko Eliezer, demain, comme il est très... demain, devienne DG de la DGDA, content de cela, et en considérant qu'il est doté de tous les pouvoirs, il regarde son fils
qui vient de finir à l'Académie de Beaux-Arts et qu'il fait beaucoup d'œuvres, il nomme le gars directeur, hein, au FPI, il le nomme directeur financier. Excusez-moi, j'ai de la DGDA. Il le nomme directeur financier. Une année après ou 6 mois après, dès qu'Eliezer, qui n'est plus à ses fonctions, et qu'on interdise à son successeur de pouvoir vérifier la régularité de cette ascension, fulgurante soit-elle, et puis dire qu'on vient lui opposer le droit à qui? Non, moi j'étais... Non, je crois que nous devons pas... Merci. C'est une question importante, mais elle n'est pas la seule. Eliezer, encore une dernière question avant de repasser à Fifi aussi. Merci beaucoup. Deux petites questions, Willy Kalingay. J'ai aimé ce que M. Ngoy a dit. Il a dit on ne peut pas promouvoir quelqu'un en fonction des temps qu'il a mis au grade des directeurs ou au grade des commandements. Mais je ne sais pas quelles sont les modalités pour des recrutements au sein du FPI. Parce que là, nous venons d'apprendre qu'il y a eu recrutement. En dépit de tout ce que vous dites, il y a M. Nzambi Kisungu qui a été recruté. Il est d'ailleurs le frère du DG, si je ne m'abuse pas, peut-être que vous allez l'affirmer. Il est matriculé 00813. Et le monsieur, nous avons appris qu'il était à l'ANER, au renseignement, comment est-il devenu là-bas. Et il est âgé de 59 ans. Il y a Madame Mbotika Pascaline qui a 55 ans, recrutée au grade de directeur. Il y a M. Mabrouki, je vais citer quelques noms seulement. Mabrouki, âgé de 50 ans. Non. Bon, ok. Recruté comme fondé de pouvoir. Ici, ma question c'est de savoir, que dit la loi, que dit le règlement de FPI en ce qui concerne le recrutement par rapport à l'âge et aussi par rapport au grade? Est-il possible de prendre quelqu'un comme ça, lui pomper le grade? Vous ne faites pas ce que vous avez rejeté. Okay. Deuxièmement, je vous vois là, vous êtes deux juristes, vous avez été avec M. Pierre Kouete, qui est juriste comme vous. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Vous êtes resté là et lui est tombé. Parce que vous trois, vous êtes, vous deux et lui, juriste, mais celui-là, comme peut-être il est le frère, l'exemple que vous venez de donner, le frère à celui qui est sorti, il fallait le couler tout de suite. Pourquoi 2 poids 2 mesures? J'aimerais prendre tout en précisant que cette émission va clarifier, il ne faut pas la personnaliser. Justement, quand bien même je reconnais la liberté d'Eliezer de poser des questions précises, mais restons dans les principes et répondez quand même à cette question. Dans les principes, vous avez évoqué des personnes, mais les personnes qui vous ont informé ne sont pas allées au fond des choses. Les personnes que vous avez citées ont des contrats à durée déterminée. Les personnes que vous avez citées, des contrats à durée déterminée pour des tâches précises. Je commence. Nous sommes arrivés dans un environnement différent. Aujourd'hui, je peux vous dire que dans le domaine du recouvrement, nous avons des difficultés, même à retrouver certains promoteurs qui, dans un passé récent, on venait à obtenir des financements. Nous devons faire appel à l'expertise des personnes qualifiées. Nous avons réussi aujourd'hui, pendant que des personnes étaient en train de se soustraire aux lois de la République pour s'échapper et mettre à l'abri l'argent qu'ils ont reçu et autres, grâce, je ne ferai pas citer de choses ici, grâce à l'expertise de ces personnes-là, pour lesquelles nous avons signé de contrats, et les nouvelles autorités ont signé de contrats à durée déterminée, encore qu'il ne faut pas qu'on cite, parce que nous allons à la deuxième personne, vous avez cité Madame Mbotika. Mais est-ce que vous savez l'expertise que représente cette dame? L'enquête parlementaire reproche des passations de marché à la tête du client, de gré à gré. Nous n'avons jamais eu au FPI d'experts en passation de marché. Nous avons débauché, et le débauchage a un prix. Le débauchage, ce n'est pas une personne qui vient comme demanderesse d'emploi. Le débauchage, les nouvelles autorités vont vers cette personne a une expérience que je n'aimerais pas étaler ici
avant cela dans les institutions. Vous êtes allé chercher Neymar pour rester dans le projet. Et aujourd'hui, elle est en train de former, elle est dans un contrat à durée déterminée. Elle est en train de créer une structure qui n'existait pas au FPI, de passation du marché, qui est une structure obligée par la loi, qui est légale. Cette structure-là. Je vous cite, mais on se trompe même par rapport... Si vous pouvez terminer avec M. Kouété... Vous citez... Kouété, il a cité un certain maître, un juriste. Bon, il a cité... Je n'aimerais pas aller dans les noms, parce que si je commence à en citer, nous allons retrouver une famille. Rien que les noms, si je commence à faire la liste, nous allons nous retrouver avec des noms dans les familles, les belles-sœurs, les ceci. Je n'aimerais pas couler dans ces aspects. Merci. Je crois que Isère a eu les réponses. Vous avez donné les réponses qu'il faut par rapport à cela. Mais justice veut quand même que Fifi Doukoussa pose sa question. Nous, on peut revenir à une deuxième étape parce qu'on a encore quelques minutes. Hein. Vous avez encore le temps de reposer des questions. Fifi, je vous en prie. On peut changer même le sujet. Hein. À moins que vous ayez un autre sujet, une autre question sur la question. Non, je veux, avant d'arriver à un autre sujet, je voudrais quand même parler de ces créances. 150 millions de dollars à recouvrer auprès de vos débiteurs. Depuis 2015, l'Assemblée nationale a été saisie du dossier, mais jusque-là, vous n'avez encore rien recouvré. Comment est-ce que vous pensez... Quelle est la politique que vous avez mise en place pour essayer de recouvrer toutes ces créances? Monsieur Hilali, je peux commencer à répondre. Merci Madame Fifi pour cette question qui est très importante, qui est pertinente, parce que ça faisait partie du rapport parlementaire et ce n'est un secret pour personne. Le rapport a même stipulé, vous avez été même gentil avec nous, 162 millions. Ouais. Donc, par rapport à ça, je vous ai dit que dans les réformes, il y avait cette question, recouvrement des créances. Dans le recouvrement des créances, nous avons notre propre direction de recouvrement qui a mis en place toute une série de stratégies qui étaient simples. Nous avons fait des approches par identifier et catégoriser les différents acteurs demandeurs de créances et nous avons adapté les stratégies par rapport à ces acteurs qui sont... Et l'une des politiques, c'est notamment l'exécution des garanties. Et vous savez que le FPI a introduit notamment une proposition de loi sur le privilège du trésor et les amis vont en parler. À côté de cela, le FPI a approché certaines... nous travaillons avec des cabinets d'avocats, c'est un secret pour personne, pour le suivi des contentieux et l'approche. Mais au-delà de cela, il y a la stratégie qui est le volontariat, celui qui est l'opérateur économique qui est en situation de difficulté nous approche pour faire des propositions. Et voilà, et nous avons fait cette approche-là. Aujourd'hui, Madame Fifi, je peux vous dire qu'à la suite des derniers états financiers 2017, nous avons évalué le stock des impayés et nous sommes arrivés à 148 millions. Et nous nous sommes fixés comme objectif, dans le budget 2018-2020, d'essayer de récupérer 65 millions sur l'ensemble de ce portefeuille, parce que c'est avec cet argent que nous pouvons financer les réformes. Et nous sommes conscients que c'est un challenge. C'est pourquoi nous approchons toutes ces catégories, ces partenaires qui nous aident. Jean-Claude a évoqué tout à l'heure l'approche de certains services spécialisés. Nous avons pu obtenir que des personnes qui étaient des personnes presque intouchables sont venues payer. Et il y en a qui ont fait des actes transactionnels qui nous ont permis de monter le taux de recouvrement à plus ou moins 50-60%. Quand vous dites intouchables, vous pensez aux hommes politiques, hein, parce non, que pas nécessairement. Il y a des la liste du Parlement économiques assez forts, de grandes entreprises ici du pays qui sont parfois... Mais il y avait quand même une liste qui a circulé à l'époque, qui citait des députés, des ministres, etc. et tout ça. Je peux vous rassurer, les hommes politiques, nous avons changé de paradigme nous-mêmes, en les considérant pas comme politiques, mais comme opérateurs économiques. D'abord, premièrement, nous-mêmes, nous intérioriser. Deuxièmement, ils constituent à peu près 10% de ces impayés. Très bien. Vous avez une réponse à compléter très rapidement. C'est elle qui a la parole. Hein. Oui, c'est elle qui a la parole. C'est pour dire, dans ces stratégies, que peut-être nous n'allons pas tout étaler sur un plateau de télévision, vous comprenez qu'on a réussi à bloquer, à contenir certaines personnes qui voulaient s'échapper. Nous ne croisons pas les bras. Et vous voyez,
c'est une accumulation, les 162 millions, c'est pendant l'existence du FPI. Et les nouvelles autorités, c'est à peine une année. On est en gestation, il faut mettre des stratégies en place, redynamiser et motiver les agents à se mettre réellement au travail, parce que ici, nous sommes dans la gestion des résultats. La gestion axée sur les résultats. Et là, on recourt. Et quand on trouve qu'on ne peut pas aller gagner la guerre avec des bras cassés, nous essayons de trouver l'expertise nécessaire qui pourrait nous aider à aller de l'avant. Je peux le compléter. Je vous en prie, et puis vous allez continuer à poser des questions. Oui, en ce qui concerne les stratégies, il faut d'abord relever que les Congolais, en général, n'ont pas la culture du crédit. Quand ils l'empruntent, ils croient que c'est une libéralité, une donation. Et donc, à contrario, s'il n'y a pas de mesures aussi de contraintes, surtout en ce qui concerne les services de l'État, eh bien, le montant donné en crédit, il reste impayé, irrecouvré. C'est comme ça que mon collègue Ilali ici a parlé de la recherche du privilège du trésor par l'FPI. Le privilège du trésor, c'est en réalité une contrainte que le FPI voudrait avoir pour lui permettre de se passer aussi des procédures ordinaires. Parce que, bon, vous n'avez aucune contrainte, quelqu'un ne vous a pas payé, vous faites des bruits, vous recourez aux procédures, aux mécanismes judiciaires qui vous bloquent et vous ne savez pas recouvrer. Alors que si le FPI a fait l'objet du contrôle parlementaire, c'est parce qu'il gère les fonds de l'État. Donc vous, les journalistes, vous avez aussi le devoir de soutenir le FPI pour l'obtention de ces privilèges du trésor, de cette contrainte, au lieu de tirer tout le temps à boulet rouge sur le FPI. Il faut aider le FPI. Une autre question. Et là, il est en train de faire la propagande déjà. Bon. Je suis heureuse d'apprendre que vous démarchez pour obtenir ce droit au privilège de trésor. Nous sommes en plein mois de la femme et parmi les recommandations que vous avez pu énumérer, parmi les réformes qui vont être adoptées, vous avez parlé de l'entrepreneuriat féminin. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous envisagez exactement pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Merci Madame Fifi. Je peux répondre avec assurance que dans nos objectifs de financement, dans le financement autrement, nous avons décidé, pour bien situer l'entrepreneuriat féminin, de faire un financement par approche des chaînes des valeurs. C'est-à-dire que nous avons constaté que les projets pris isolément, l'une des difficultés des projets industriels, c'est qu'on ne tient pas compte des autres intervenants sur la chaîne. Et ça pose un problème, je parle d'un problème simple, par exemple l'approvisionnement. Si vous ne l'intégrez pas, l'opérateur peut être en difficulté. Deuxième axe, c'est l'entrepreneuriat des jeunes, donc stimuler. Comme vous le savez, il faut renouveler aussi la classe d'entrepreneurs. Et troisièmement, c'est l'entrepreneuriat des femmes. Elles ont un dynamisme, c'est un secret pour personne. De la femme maraîchère à la grande entrepreneur. Et nous avons constaté, en étudiant notre portefeuille des impayés, que parmi les personnes qui étaient engagées quand ils prennent les crédits, la femme entrepreneur a l'avantage d'être presque respectueuse des engagements. Et même quand elle est en difficulté, elle ne s'éloigne pas de l'institution, elle approche l'institution avec franchise et essaye avec l'institution de trouver des solutions. Lorsque nous avons fait la cartographie du pays, nous avons constaté qu'à l'Est, les femmes ont un avantage certain dans des entrepreneuriats qui nous étonnaient même dans des domaines apparemment difficiles. Le ciment, le transport, les usines manufacturières, savonnerie. Nous avons même un projet d'une dame dans la câblerie, la tuyauterie. Et donc, nous avons dit, dans notre budget, il faut que d'ici 2020, 15% des interventions concernent l'entrepreneuriat. De la grande entrepreneuse avec des effets propagateurs sur la femme maraîchère.
en lui apportant peut-être des instruments mutualisés, etc. Et deuxièmement, au cours de cette année, à l'occasion du mois, et nous vous disons déjà bonne fête pour le mois de la femme, nous avons décidé de fédérer ces femmes dans un atelier où des femmes vont expérimenter, parce qu'il faut identifier. Le FPI a décidé de ne plus financer seulement du tout venant, mais de faire des études avant de financer. Donc il faut d'aller vers eux. Voilà. Et de porter à leur intention des projets déjà presque tout faits dans lesquels on intègre. Donc c'est l'action majeure. Nous avons épuisé 90% de notre temps. Wow. Alors je vous demande donc de mettre vos ceintures parce que nous allons atterrir maintenant et de regagner vos sièges. Alors je vais donner la parole très rapidement à Eliezer pour sa dernière question. Et puis j'aurai ma dernière avant de clôturer. Merci Willy. Ma dernière question a deux volets. D'abord, c'est quand on constate une faiblesse dans le rang de ces forces qu'on fait recours aux mercenaires. C'est quand on constate qu'il y a l'incompétence à l'intérieur qu'on recourt à l'extérieur. Ici, vous avez inventé les compétences et qualités de gens que vous avez recrutés, mais nous constatons en dépit de ça que vous avez encore des structures externes à qui vous avez fait recours. Deux cabinets, il y a le cabinet Muchangola, et il y a le cabinet Nyoka, et aussi le retraité de FPI qui ont monté leur cabinet que vous avez qualifié de bureau d'études. Mais non, en recourant toutes les compétences qui devraient se manifester au sein du FPI, c'est ce que vous avez confié au cabinet extérieur. Ce n'est pas un aveu de faiblesse du fait que vous avez recruté les gens qui ne sont pas compétents et que vous-même vous vous reposez parce que ce sont les autres qui travaillent avec votre place. Et je vais... Deuxième volet. Deuxième volet de ma question. Et comment trouvez-vous, avec tout ce qu'il y a eu comme procédure judiciaire contre, pas seulement, je ne peux pas parler en termes de comité, contre l'individu qui est votre DG, est-ce qu'il va s'en sortir par rapport à cette action judiciaire lançant justice contre lui, par rapport à ce dont on parle sur ce plateau? Premier volet, vous dites qu'on a recouru à des cabinets extérieurs. Je crois que dans la vie, quand vous venez, vous faites un constat et vous constatez que vous avez peut-être dans vos émissions quelques faiblesses qui ne vous permettent pas d'être au top. Il ne faut pas avoir honte de recourir à l'expertise extérieure. Les cabinets que vous citez, je crois que c'est ici chez nous où c'est même étonnant que de voir les deux directeurs et retraités dont vous parlez, des ingénieurs et spécialistes en agroalimentaire. Nous avons des cadres chez nous, dans toutes les institutions et dans les standards internationaux comme nationaux. Vous recourez d'abord à moindre coût, plutôt que des expertises même extérieures, vos propres anciens et vos propres compétences qui sont là. Ils viennent encadrer, ils connaissent d'abord la boîte, ils viennent encadrer des jeunes gens. Et ces études qu'ils ont faites, qui coûtent 3 fois moins cher que ce que ça devrait l'être, et vous recourez à ces expertises. Nous avons, vous savez que notre principale ressource, c'est la TPI. Elle est compliquée dans sa mobilisation et autres. Donc il faut avoir de l'expertise en matière douanière, il faut avoir l'expertise dans ceci. Et vous venez, vous constatez que les recettes sont en baisse, vous constatez qu'il y a des coulages de recettes, vous recourez à des expertises qui sont avérées en matière de calcul des TPI locales. Mais qui vous consommez en même temps parce qu'il y a les 20%, les 10%, les 30 000 par mois. Non, les 30 là encore il ne faudrait pas prendre des informations. Vous êtes un spécialiste. Il ne faudrait pas prendre des informations qu'on vous donne à travers la rue, à travers des gens qui veulent salir une action comme ça. Il faudrait que vous alliez auprès, investiguer ces personnes-là. Et en matière de cabinet, quels sont les taux qu'on applique quand il y a un rapport, un travail que vous demandez? Donc ces cabinets-là, ce sont des expertises avérées. Ce n'est pas... Et ils ont encore dans leurs attributions la formation.
Pourquoi vous ne contestez pas la formation que nos agents reçoivent de l'OGEFREM? L'OGEFREM nous forme. L'OGEFREM nous forme. Nous recourons à d'autres institutions. La justice, elle forme les OPJ du FPI. Et ce sont les mêmes on a compris, mais là, répondez à la deuxième question. Oui, la deuxième question, c'était que vous avez dit que... il y a quand même des procédures judiciaires à l'endroit de M. Kitebi directement. Voilà. Vous savez, nous sommes dans un état de droit qui se veut. Toute personne aujourd'hui, même si je n'aime pas votre sourire, je peux passer, hein, je veux vous porter plainte et que je veux qu'on parle de moi, je vous porte plainte. Mais en réalité, quel est dans le fond? Vous allez porter plainte dans les fonds, parce que les services compétents n'ont pas été associés dans la démarche, semble-t-il, et qu'il y aurait eu contradiction entre les PV de la commission de discipline et la décision du DG. Moi, nous sommes en matière du travail. En matière du travail, vous connaissez la procédure. Moi, je ne veux pas leur souffler ce qu'ils doivent faire. Au lieu d'aller perdre du temps dans la presse et à évoquer des procédures, on va vous renvoyer, vous ramener chez l'autorité compétente. Si vous voulez faire des effets d'annonce, vous le faites. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez reprocher au DG Kitebi ici? Les deux actions. L'action, la personne porte plainte et que au cours de la plainte, il y a des arrestations et autres qui se font. Vous venez, vous lui portez plainte parce qu'il a porté plainte contre tel. Il y a en matière du travail. Allez auprès des autorités compétentes. Nous sommes vraiment à la fin. Alors vraiment, c'est quelques secondes, hein, parce qu'il a déjà dit beaucoup de choses. Voilà. En réalité, comme je l'ai dit, quand vous accédez à des postes de responsabilité, c'est pour vous assumer, ce n'est pas pour faire de la figuration. Les personnes parfois qui vous approchent feraient mieux d'être compétitifs là où ils sont. OK? Plutôt que de le faire dans des médias. Parce qu'au FPI, si vous ne le savez pas, il y a des directeurs qui prennent difficilement de congés. Pourquoi? Parce que quand ce directeur-là n'est pas là, c'est la panique dans sa direction. Et pendant ce temps, ça signifie qu'il y a des gens qui sont là. Le péché originel, c'est le recrutement. Donc, il faut recruter bien. Et le recrutement a été... Il faut tout baser, alors il faut commencer. Et le recrutement a été un des éléments dénoncés dans les états des lieux. Voilà. Donc, on ne doit pas recruter des gens dans leur famille, dans leur maison. On vous donne l'occasion. Le responsable peut-être de la direction n'est pas là. Vous qui avez des prétentions, démontrez que vous pouvez... Et aussi, vous l'avez déjà dit, vous l'avez déjà compris. Voilà. Non, il faut que M. Eliezer comprenne ça. Non, Eliezer a posé des questions de l'opinion. Vous avez déjà répondu, je vous en prie, on a fini. Okay. Vous avez déjà dit de bonnes choses et je les maintiens. Nous sommes en train d'atterrir là. Moi, j'aimerais que M. Il faut qu'il comprenne ça. Il y a une année de cela, il y a un journal de la place qui avait dénoncé les accointances. Il avait le journal de la place que je ne veux pas citer. 64 membres de famille directe. Avez-vous fait des investigations? C'est lui qui pose des questions. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous quittons d'une gestion familiale, clanique et tribale vers une gestion je reprends la parole. Je reprends la parole pour poser une question, une bonne question, qui va vous donner le sourire. D'accord? Nous sommes en train de terminer cette émission. C'était important que ces questions soient posées parce que, au fond de promotion de l'industrie, c'est l'argent du contribuable. C'est notre argent. C'est pas l'argent des DG ou des directeurs qui sont ici. Absolument. Alors, évidemment, il y a une méthode qui t'ébille. On termine par là. Hein? On le voit en tant que DG du FPI. Est-ce qu'il a besoin d'aller sur le terrain, de traverser des rivières dans des pirogues, de prendre des risques physiques lui-même pour aller sur le terrain pour vérifier? Ça rime à quel type de philosophie de gestion? Vous êtes tout le temps avec lui d'ailleurs parce que vous prenez les risques. Et c'est cette question-là qui va terminer l'émission. Voilà. Sa méthode est simple. C'est la participation. On fait participer tout le monde. Les décisions sont prises au niveau du comité de direction chaque lundi avec la participation de tous les directeurs. Il y a la responsabilité. Nous devons être responsables et nous assumer par rapport aux actes que nous prenons. Et la redevabilité.
L'argent de l'État, cette entreprise n'est pas une entreprise d'individus ou de privés ou d'une famille. Nous devons être redevables. Et si il descend sur terrain, les descentes sur terrain, en fait, ces histoires de rester dans les bureaux climatisés, ça, il faut savoir. Je vais vous donner des illustrations. Nous sommes descendus sur le terrain. Une personne vous dit qu'il est en train de monter ou de faire telle ou telle chose. Les rapports, on en a eu. Et on constate que la mauvaise évaluation et analyse des projets a été à la base des impayés qui créent un portefeuille toxique. Et c'est ça, ce passé que véhicule le FPI. La nouvelle direction ne veut plus de ça et on descend. Merci, on me signale qu'il faut arrêter. Alors, M. Lali, 3 mots. Premier mot, les nouvelles valeurs du FPI, le professionnalisme, la détermination, la créativité, il faut innover, sortir des sentiers battus, et puis les questions d'éthique. Le pays a besoin de nouvelles valeurs. Merci beaucoup. D'abord, je remercie Eliezer et Fifi Loukoussa de leur participation à ce plateau qui a été très animé et très chaud. C'est ça aussi notre devoir. Il faut secouer, hein, n'est-ce pas? Et je vous remercie surtout vous qui avez accepté de répondre à ces questions. Votre travail, c'est d'aller recouvrer la TPI et de financer les industries, pas forcément de venir sur le plateau pour expliquer, mais vous devez, de temps en temps, expliquer. Ce plateau est ainsi terminé. Cette émission qui vous a été offerte ce soir, nous avions l'ambition d'apporter chez vous l'information nécessaire pour comprendre les tenants et les aboutissants des dernières réformes intervenues au niveau du Fonds de promotion pour l'industrie. Et nous saluons tous ceux qui ont suivi cette émission et nous saluons aussi cette troïka de lundi parce que c'est quand même une bonne chose quand des méthodes de gestion rigoureuses sont installées dans nos entreprises. Au revoir et à la prochaine.